pour une grosse heure, voilà. Donc on a convié plusieurs intervenants pour pouvoir en parler. Donc je vais les laisser se présenter, voilà, tout simplement. Donc Romain Bussière, je suis conseiller numérique pour la Croix-Rouge française. Bonjour à tous, Aurélie, conseillère numérique aussi à la Croix-Rouge française dans la Somme. Bonjour à tous, Sébastien. Je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Veille et Conseil au sein du TechLab APF France Handicap. Merci beaucoup. Donc pour démarrer cette masterclass, je vais laisser la parole du coup à Sébastien qui va donc pouvoir vous expliquer ce que fait le TechLab et quels sont ses projets. Alors, en deux mots très rapidement, le TechLab, en fait, c'est le département innovation et handicap d'APF France Handicap. On a deux activités au sein du TechLab. Une activité qu'on appelle Atelier Innovation, où l'objectif est de faire la promotion de ce qu'on appelle l'innovation inclusive. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet de cet après-midi, mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Le service qu'on propose d'innovation inclusive, c'est de donner accès à des panels de personnes en situation de handicap pour faire des essais, des tests, des études. Et on donne aussi des apports méthodologiques pour pouvoir interagir avec des panels ou des focus group composés de personnes avec des besoins spécifiques. Et l'autre activité qui, historiquement, est basée ici en Hauts-de-France depuis près de 25 ans, c'est une activité d'accompagnement vers le numérique des personnes en situation de handicap. Donc en fait, on est un service de support, donc un service national de support pour tout ce qui concerne les moyens de compensation autour du numérique, pour schématiser tout ce qui va concerner la substitution de la souris par autre chose, la substitution du clavier par autre chose, et tous les logiciels qui vont faciliter l'accès au numérique par des personnes qui y seraient normalement empêchées. Alors nous, on est arrivé dans la médiation numérique par l'intermédiaire d'un projet FEDER qui a démarré en 2017, alors qui avait été initié bien avant. Et l'objectif de ce projet FEDER, qui s'appelait Investir le numérique pour développer l'e-inclusion, était de travailler autour des lieux de médiation numérique de l'époque, donc plutôt les cybercentres, les espaces publics numériques, et de les sensibiliser à l'accueil des personnes en situation de handicap, de les former à l'accueil et de les doter des matériels qui permettent de compenser, on va dire, 80% des cas rencontrés. Et en fait, ça ne s'est pas aussi bien passé que prévu, puisque l'action de sensibilisation a fait remonter pas mal de difficultés à l'époque. J'ose espérer que c'est en train de changer. Mais la principale difficulté, ce qui nous était opposé quand on intervenait en leur disant ce serait peut-être intéressant, est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous avez l'habitude d'accueillir des personnes en situation de handicap? Et systématiquement, on nous répondait non, et ça ne nous intéresse pas. Et donc, du coup, la réponse qu'on leur faisait, c'était de dire oui, mais en fait, si vous n'êtes pas formé à l'accueil et si vous ne communiquez pas sur le fait que vous êtes en capacité d'accueillir, vous ne risquez pas de voir arriver ce genre de public. Et donc, du coup, le projet a été globalement plutôt mitigé, mais ça nous a amené, nous, à beaucoup réfléchir sur le sujet. Et donc, on a pris la décision de changer notre fusil d'épaule, et plutôt que d'essayer de transformer les lieux de médiation numérique de l'époque en lieux ouverts, inclusifs d'accueil, on s'est dit qu'en fait, nous, au sein du réseau donc APF France Handicap, c'est une très grosse association, j'ai oublié de le préciser, c'est 14 500 salariés, c'est des délégations dans tous les départements, donc c'est une grosse association gestionnaire aussi. Et donc du coup, on s'est dit, on a la chance d'avoir beaucoup de lieux d'accueil de personnes répartis sur le territoire, et si on opérait une transformation de ces lieux d'accueil. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire que nos délégations, qui étaient plutôt des lieux, on va dire des bureaux d'associations, qui avaient l'habitude d'accueillir du public en situation de handicap pour la défense des droits, en fait, sont en train de s'ouvrir et en fait sont en train d'accueillir d'autres publics que les personnes en situation de handicap autour de la médiation numérique. Alors, je la fais court, puis je vais passer la parole aux autres témoins. Donc moi, je vais témoigner de mon expérience au niveau de la Somme. Parmi les publics que j'accompagne, j'ai des publics en situation de handicap. J'interviens au sein d'un pôle handicap, où il y a plusieurs... il y a un ESAT, un CESAD, un IME, un accueil de jour, donc avec des publics en situation de handicap de différents âges, pour certains qui sont en voie de professionnalisation,
de retour dans le monde professionnel. Là, j'ai eu l'occasion de travailler avec notamment des personnes qui sont à l'ESAT hors les murs. Et pour certaines, j'ai pu constater justement une problématique, par exemple, liée au niveau du mouvement pour l'utilisation du clavier. Donc, la personne avec que j'accompagne, en fait, a des problèmes de tremblement. Donc, j'ai essayé de voir avec elle au niveau ergonomique ce qui était possible de faire. Déjà, c'est quelqu'un qui a des problèmes de vue également, donc j'ai essayé de voir avec lui au niveau de l'ergonomie du poste de travail, le faire avec lui en fait, lui montrer où on pouvait intervenir et pour définir au mieux ce qui lui permettait de mieux voir. Et j'ai discuté avec lui du fait que ça serait intéressant de pouvoir avoir un outil, une souris qui soit plus adaptée à sa main pour lui permettre de mieux gérer la souris et de mieux évoluer sur le poste de travail. Donc j'ai pris contact avec l'éducateur qui le suit et notamment avec une ergothérapeute aussi qui est au centre. Je voulais insister sur l'importance en fait de collaborer avec les personnes qui sont quotidiennement avec les accompagnés en fait en situation de handicap, parce que c'est eux qui les connaissent le mieux. C'est eux qui sont le mieux à même aussi de nous aider par rapport à soit certaines pathologies, soit aussi certaines situations de vie, qui nous aident à mieux comprendre comment interagir avec eux, comment mieux adapter notre accompagnement aussi. L'écoute est très importante. C'est prendre... Il y a une partie de ludique qui est très importante aussi. Je dirais qu'on fait du pas à pas aussi. On apprend, plus on est en contact avec eux, mieux on apprend aussi à voir dans quelle direction on va aller, qu'est-ce qui va mieux marcher. Ne pas hésiter aussi à leur demander, à leur dire, voilà, si à un moment donné, vous ne me comprenez pas, dites-le moi. À ce moment-là, je vais le formuler autrement, on va prendre le temps, c'est une relation de confiance avant tout. Il y a aussi le fait de les mettre à l'aise. Moi, dès le départ, je leur demande toujours si ils préfèrent le vouvoiement ou le tutoiement, déjà. Comme ça, au moins, c'est clair. Et ça les met plus à l'aise. Donc, il y en a certains qui sont pour le tutoiement, d'autres plutôt pour le vouvoiement. Bon, ça peut paraître basique, mais ça permet de briser la glace un peu. Et c'est des personnes qui vont se livrer aussi sur leur vie, voilà. Donc, il faut aussi accepter de sortir un peu du champ du cours, si on veut aussi pouvoir créer une relation de confiance et aussi mieux les connaître aussi. Je suis en relation avec des personnes comment dire, les personnes que je suis en fait ont des handicaps divers et ce que je voulais pointer, c'est que j'ai donc des publics qui sont en situation de handicap, qui sont au sein d'un centre qui est un pôle handicap, mais je côtoie aussi des publics qui ne sont pas dans un champ dit de handicap, mais qui présentent des handicaps invisibles, comme ne pas savoir lire et écrire, comme la barrière de la langue, voilà. Et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que le champ du handicap est assez large et qu'on a un besoin d'outils adaptés en fait pour pouvoir avancer au mieux en fait. Parce moi personnellement, j'avance à tâtons parce que
il y a une multiplicité de handicaps et je ne suis pas préparée à ça à la base. Donc j'avance pas à pas et voilà, j'essaye de faire au mieux. Je pense que je vais profiter de, de ce que met en place mon collègue qui fait des formations pour justement mieux utiliser des outils adaptés. Il y a tout un champ à développer là-dessus, je pense. Voilà, c'est juste ma contribution. Moi, j'interviens essentiellement dans un IME où les personnes accompagnées sont uniquement des personnes avec autisme. Donc, dans le cadre de cet IME, c'est un pôle handicap en fait, qui comprend un IME et un foyer de vie. Donc on a tous les âges. J'ai remarqué au fur et à mesure de mon expérience que je préférais avoir des ateliers individuels ou 2 par 2, grand maximum, afin de pouvoir concentrer mon attention un maximum sur les personnes que j'accompagne. C'est un problème que j'ai eu de manière assez récurrente, de devoir laisser une personne toute seule pendant 10 minutes parce qu'il y a un problème, un bug à régler à droite, à gauche. Donc ça, c'est jamais plaisant pour la personne. Donc c'est vraiment un point assez important de ne pas voir trop gros au niveau du nombre. Après, en fonction des profils, si on se sent à l'aise, on peut augmenter la capacité des ateliers, mais je pense que c'est bien de commencer même avec des ateliers individuels en fait. Comprendre aussi que on va pas arriver, présenter un outil informatique et puis hop, on est parti. Ça fonctionne pas comme ça a été dit ce matin pour ceux qui étaient à la conférence. Il y a une grosse partie de mise en relation, de mise en confiance. Donc limite, j'ai envie de dire, le premier atelier, partager un goûter, quoi. Enfin, c'est vraiment, sincèrement, un 4 quarts à 3 € chez Leclerc. On n'a pas idée de ce que ça peut avoir comme pouvoir. Voilà. Donc voilà, donc cette notion d'accompagnement, de mise en confiance qui est très très importante. Il y a aussi le fait que des choses qui nous paraissent évidentes, par exemple, je prends la souris, quand je bouge la souris, il y a un curseur qui bouge à l'écran. Ça, c'est pas évident pour tout le monde, par exemple. Donc on se retrouve à devoir mettre en place des choses. J'ai par exemple prévu un petit jeu. Je sais pas si j'ai l'impression que ma voix est descendante et montante. Je vais faire ça. Ah oui, effectivement. Merci beaucoup, monsieur au fond de la salle. Donc du coup, oui, j'ai mis en place un petit jeu où le curseur devient une loupe et du coup est beaucoup plus gros. Et quand on bouge, même si on n'a pas l'écran en face des yeux, il est dans le champ de vision et c'est évident que quand on bouge la souris, quelque chose d'autre bouge. C'est à l'écran, on n'a pas forcément regardé l'écran directement, mais on s'en rend compte. Du coup, ça permet de mettre en évidence le fonctionnement des périphériques. On peut aussi utiliser des tablettes, par exemple, plutôt que des ordinateurs. Ça, c'est un truc qui est vraiment très important. L'ordinateur, il y a plein de gens pour qui ça ne marche pas. Même le clavier, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui savent écrire avec un stylo ou un crayon très bien, mais dès qu'il faut passer sur un clavier, ça devient compliqué. On a la chance aujourd'hui, le numérique a quand même énormément progressé. On a des tablettes où on peut écrire à la main et la tablette comprend ce qu'on a écrit et le restitue en langage d'imprimerie. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est essentiel, je pense. De manière générale, il faut savoir qu'on va arriver face à une personne, là je parle du coup de mon expérience, les personnes donc ont des troubles du spectre autistique, je m'appuie vraiment sur le mot spectre. Les cas sont très différents d'une personne à l'autre, on ne sait pas du tout à quoi on va avoir affaire. Est-ce que tout ce qu'on va dire va être compris tout de suite? Est-ce que pas du tout? Est-ce que des fois la personne va juste ne pas montrer d'intérêt du tout pour l'objet qui est devant elle, que ce soit un ordinateur, une tablette ou quoi que ce soit? Enfin, il y a juste des gens, ça les intéressait pas, et là il va falloir leur donner l'envie de s'intéresser et donc prévoir des choses. Comme disait Aurélie tout à l'heure, le ludique, c'est évidemment la porte d'entrée préférée. On a utilisé notamment une Wii, par exemple. Bon, alors évidemment, pour faire cette démarche en ligne, la Wii, ce n'est pas l'outil idéal, ça je vous le concède, mais ça permet au moins de rentrer dans le numérique par une porte plutôt sympa, et puis après, pourquoi pas, ça peut donner envie aux gens de se mettre sur des trucs un petit peu moins digestes, dirons-nous.
On pense aussi là mettre en place quelque chose avec de la musique. La musique assistée par ordinateur, c'est quelque chose qui je pense, qui a un gros potentiel. J'ai remarqué que beaucoup des gens que j'accompagne aiment bien travailler sur la rythmique, des choses comme ça. Donc là, avec un petit clavier et un logiciel, on peut rapidement s'en servir pour faire de la musique, de la rythmique. C'est bon, pareil, hein, ça n'a pas une utilité, disons, en termes d'accès aux droits, etc., immédiate. Par contre, ça permet déjà d'exprimer sa créativité grâce au numérique. Là, on n'aurait pas forcément pu le faire sans l'outil numérique, donc c'est quand même plutôt chouette. Et puis encore une fois, ça peut être une porte d'entrée ou une deuxième porte d'entrée si on a déjà fait une partie de Wii avant, par exemple. Voilà. Mis à part ça, je travaille aussi dans le cadre d'un EHPAD. Donc là, ce sera la deuxième expérience. On ne pense pas souvent aux EHPAD quand on parle de personnes en situation de handicap. Pourtant, il y a des personnes à mobilité réduite dans les EHPAD, hein, beaucoup. Il y a des personnes qui sont atteintes de tremblements, notamment des mains, pour des raisons diverses. Là, pareil, taper quelque chose sur un clavier quand on a de forts tremblements au niveau des mains, c'est très compliqué. Donc, encore une fois, il faut être capable d'envisager des outils alternatifs au clavier, notamment la tablette. Hein. Franchement, la tablette, c'est idéal. J'ai beaucoup utilisé la dictée aussi. Les téléphones et les tablettes permettent de dicter directement les recherches qu'on fait. Donc là, ça, c'est pareil. Hein. Si la personne est en capacité de verbaliser, c'est très utile. Et du coup, je vais finir là-dessus, sur la verbalisation, justement, puisqu'il y a des logiciels qui existent, qui permettent aux personnes qui ne sont pas capables de verbaliser, de s'exprimer malgré tout via le numérique. Donc là, c'est pareil. On peut soit faire appel à des images simples, soit aller chercher des logiciels beaucoup plus spécialisés, qui du coup ont un coût, par contre. Mais du coup, c'est un outil quand même qui est essentiel parce que si la personne arrive à se mettre bien à la page de cet outil-là et que l'équipe qui l'encadre y arrive aussi, ça lui permet d'exprimer tout un tas de choses qu'elle n'aurait pas pu exprimer avant, des douleurs, des sensations, des sentiments qu'elle n'aurait pas pu exprimer sans cet outil. Donc encore une fois, on repose sur la technologie en fait, pour toujours pouvoir mieux s'occuper des personnes qu'on accompagne. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais me permettre de commenter, réagir aux deux témoignages parce qu'il y a plein de commentaires à faire. Alors, première chose très importante, tu parlais de troubles du spectre autistique en mettant spectre en avant. Donc nous, ça fait pratiquement 25 ans qu'on accompagne les personnes de tout type. Alors même si on est APF France Handicap, donc avec une connotation, donc APF, ça voulait dire Association des paralysés de France. Donc forcément, il y avait une connotation handicap moteur. On s'appelle maintenant APF France Handicap puisqu'on traite de façon beaucoup plus large le handicap. Et nous, ça fait 25 ans qu'on accompagne des gens avec des troubles du spectre autistique, du handicap mental, du handicap sensoriel, du handicap moteur. Et très clairement, en fait, c'est très compliqué de mettre les gens dans une case. C'est-à-dire que, alors, même si on considère une maladie rare, où vous avez peut-être 200 ou 250 personnes en France qui ont cette maladie, il va y avoir autant de différences dans le choix de l'adaptation qui va devoir être mise en place qu'il y a de personnes. Parce qu'on a tous des sensibilités, des expériences différentes, et que le handicap va se manifester de façon différente chez chacun. Et donc du coup, ça s'applique de manière générale, et c'est vrai que la grosse difficulté dans le domaine de la médiation, quand on accueille une personne avec, alors plutôt que de dire handicap, on va dire avec un besoin spécifique, ça veut dire une personne en situation de handicap ou une personne âgée, puisque tu l'évoquais, mais clairement, pendant longtemps, on s'est mis beaucoup d'œillères en disant bah non, attention, moi je suis une personne âgée, je ne suis pas handicapé, je n'ai pas besoin d'outils. C'est complètement stupide, les outils existent. Il n'y a pas de raison, quand on a un dispositif qui permet d'utiliser une souris en supprimant les tremblements, qu'on n'utilise ça qu'avec les personnes en situation de handicap. Il y a plusieurs solutions techniques qui existent. Et quand on montre ça à une personne âgée qui a des grosses difficultés parce qu'avec un Parkinson débutant, c'est pas facile d'utiliser la souris, ou avec une sclérose en plaques, c'est pas facile non plus, bah en fait, c'est assez logique. Et donc du coup, considérer plutôt quel est le besoin et quelle va être la compensation à mettre en place que la situation de handicap elle-même. Par exemple, tu faisais allusion aux outils de communication.
un gros opérateur qui a même financé à un moment le club dans lequel on est, et qui s'appelle Orange pour le citer, finance depuis longtemps des projets autour de l'autisme, donc des applications autour de l'autisme. Et c'est un opérateur qui, là encore, a des œillères. Vous allez le voir en disant mais c'est complètement stupide, des outils de communication qui s'appliquent aux jeunes en situation d'autisme peuvent s'appliquer à un jeune en situation de polyhandicap ou quelqu'un de non-verbal après un trauma crânien. Eh bien non, chez Orange, en fait, on ne finance que l'autisme, ce qui est complètement stupide. Donc surtout, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il existe énormément d'outils. Alors nous, on existe, alors je prêche pour ma paroisse, mais notre métier au Tech Lab, c'est de faire connaître ces outils. Donc sur notre site internet, vous allez trouver une multitude de fiches techniques qu'on écrit, qui sont des évaluations d'outils matériels, logiciels, gratuits et payants. Parce qu'effectivement, il y a une offre très très large, c'est compliqué de s'y repérer, de s'y retrouver. Et en fait, notre métier, c'est de la faire connaître, cette offre. Donc on fait vraiment ça tout le temps. On publie une 60aine de fiches techniques par an, avec en plus, du coup, vous êtes tous bien placés pour le savoir, un numérique qui évolue très très vite, et donc du coup, des données à mettre en jour en permanence. Une application qu'on trouve actuellement sur un store, dans un an, ça se trouve, elle n'existe plus, et il faut trouver le substitut. Donc là, il y a vraiment des notions importantes. Il faut trouver les informations et après s'adapter à chaque cas. Donc du coup, effectivement, des difficultés avec le clavier, ça peut être, on va utiliser le tactile parce que c'est plus immédiat. On va mettre en place un accessoire sur le clavier. Alors il y a peu de gens qui le savent, mais il existe des vrais accessoires. L'accessoire de base qu'on ne voit plus, qui s'appelle le guide-doigt, qui permet d'en fait, c'est une grille qu'on vient poser sur le clavier qui permet à la personne de poser complètement ses mains à plat sur le clavier et à se déplacer pour aller chercher la touche sans risquer d'appuyer sur toutes les touches. Alors c'est un accessoire, vous allez me dire, ça paraît trivial, mais en fait, pourquoi on ne le voit plus? Parce qu'actuellement, il y a 2 références en France commercialisées, et la moins chère de ces 2 références, c'est 200 € le clavier. Forcément, on ne la voit plus. Or, vous êtes tous dans des espaces de médiation numérique avec des accès privilégiés à des Fab Labs. Dans beaucoup de Fab Labs, on trouve des découpes laser. Un guide-doigt à fabriquer en découpe laser, ça coûte 3, 4, 5 €. Donc, il y a aussi cet effort-là de votre part, c'est-à-dire regarder les solutions bon marché qu'on peut facilement mettre en œuvre et qui vont avoir un intérêt pour la majorité des gens. C'est-à-dire que mon service, il existe aussi pour donner accès à des technologies particulièrement rares qui vont permettre de répondre à un besoin très spécifique. Et là où on se bat vraiment dans l'association, c'est pour que les moyens de compensation les plus répandus, on parlait de substitution de la souris, mais parce qu'on a tous la souris en imaginaire, mais quand on regarde un ordinateur, même dans des solutions grand public, vous avez plein de solutions qui sont différentes. Alors, typiquement, alors celle que je mets tout le temps en avant parce que tout le monde la connaît, c'est le trackball. Alors pour les plus anciens, vous avez tous connu la souris avec la boule en dessous. Le trackball, c'est l'inverse, vous mettez la souris au-dessus. Le trackball, en difficulté motrice, c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'une souris, parce qu'il n'y a pas tous les mouvements latéraux, on agit juste sur une bille. Donc c'est-à-dire si on a une mobilité d'un doigt, on peut utiliser la souris. Et c'est une solution grand public qu'on peut trouver dans n'importe quel placard qui traîne encore en version USB. Et il y a plein de solutions vraiment existantes, et j'insiste, souvent gratuites et très souvent intégrées. C'est-à-dire que alors, une des formations qu'on fait le plus dans le domaine de la médiation numérique, c'est montrer aux gens ce qui existe dans les systèmes d'exploitation et que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que, pour être très clair, on a une formation de 3 heures sur les outils intégrés à Windows parce que les gens ne les connaissent pas. Il existe des outils d'accessibilité dans Windows depuis la version 3.0 et qui existent toujours, qu'on trouve toujours. Alors effectivement, Microsoft n'est pas forcément toujours exemplaire en termes d'organisation pour aller trouver les outils au bon endroit. Un exemple tout simple, vous savez qu'on peut lancer une application avec un simple clic. On n'est pas obligé de cliquer 2 fois sur une icône pour lancer dans Windows. C'est assez hallucinant que cette option de lancement par simple clic, elle soit rangée dans la catégorie affichage de l'explorateur de Windows. Elle devrait être dans les options d'accessibilité. Donc typiquement, renseignez-vous sur ce qui existe dans les systèmes d'exploitation, c'est hyper intéressant. On évoque Windows, Mac était une référence il y a encore 10 ans sur le sujet. Il y a eu un petit creux, et là, ils sont en train de revenir très, 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 très fort. Les options intégrées à macOS, alors certes, un ordinateur sous macOS est souvent plus onéreux, mais avec les options intégrées, il y a vraiment des choses extraordinaires, du type utilisation de la souris sans les mains, avec en commande vocale directe, en commande à la tête, sans avoir à rajouter de périphérique. C'est vraiment intéressant. Et puis, Romain l'évoquait, pensée tablette.
parce qu'en fait, c'est maintenant devenu quand même quelque chose de très courant, très facile à utiliser. Les tablettes Android disposent d'énormément d'options d'accessibilité qui sont très pratiques. Et puis, si vous ne le savez pas, je vous le dis, pour les personnes non-voyantes, le dispositif de compensation numéro 1, c'est l'iPhone. Un aveugle avec un iPhone est capable de prouesses assez hallucinantes. Il peut intégralement utiliser son téléphone au son, en tactile, sans même avoir ce qui se passe sur l'écran. Tout est vocalisé et tout est conçu pour ça. Donc du coup, je vous encourage vraiment à vous renseigner sur tout ce qui est intégré déjà. Et puis, si jamais vous coincez sur des adaptations particulières, il existe plusieurs associations qui peuvent vous aider. On en fait partie et il y en a d'autres. Merci à vous trois. Bon, donc c'est une masterclass, mais nous, on est aussi là pour partager avec vous. Donc si vous avez des retours d'expérience à faire, des commentaires, si vous voulez rebondir sur les interventions de nos intervenants, c'est le moment. Voilà. Pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Bonjour, je suis Olivier, je suis CNFS à côté d'Amiens, à 20 km d'Amiens, dans une zone qui s'appelle le Santerre. Je dis zone parce que je fais 20 km le matin pour y aller, mais j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière. Ça, c'est un point. Et puis, je suis également président d'une association qui s'appelle l'Urapeda Picardie-Champagne-Ardenne et qui accompagne les personnes sourdes et malentendantes dans le professionnel. Et effectivement, c'est un sujet que l'on a évoqué avec le directeur de l'association parce que nos publics que l'on reçoit en tant qu'usagers sont bel et bien confrontés à des difficultés très fortes parce qu'on a également souvent chez ces personnes un niveau d'études plutôt moyen et bas. Voilà, donc s'ajoute au handicap la difficulté aussi de compréhension. Donc on a plusieurs strates et les choses deviennent plus compliquées. Et j'ai tendance à dire, je pense que ça l'est encore plus pour des personnes aveugles. Sur le handicap sensoriel, j'ai dans une des communes où je fais des ateliers, une personne qui est venue, elle a à peu près 35 ans, et m'a dit « Mon père est aveugle » et on essaie de trouver des solutions avec certes les claviers en braille, voilà, avec, je crois, la possibilité d'avoir en dictaphone ou en sonore ce qu'il y a à l'écran. Mais bravo pour tout ce que vous faites pour les handicaps qui vous concernent. Mais sur le handicap sensoriel, c'est également très compliqué et très difficile. Bonjour, on m'entend ? Du coup, moi, je suis Léa, je suis conseillère numérique à la Croix-Rouge aussi. En fait, c'est vraiment bien l'iPhone. Moi aussi, je suis chez iPhone. Mais concrètement, à la Croix-Rouge, on a un public qui n'a pas les moyens du tout de s'acheter un iPhone quand il y a des handicaps du type aveugle. Est-ce que par hasard, il n'existait pas des subventions, quelque chose qui pourrait aider ces publics-là à se munir de quelque chose qui pourrait l'aider ? Bonjour. Donc aujourd'hui, non, on n'a pas d'enveloppe à ce sujet-là. Par contre, c'est clairement des suggestions qu'on a fait au nouveau gouvernement pour sensibiliser justement sur ce public-là et mieux les outiller. Là, pour l'instant, on est simplement à l'étape d'essayer d'outiller au maximum les collectivités notamment et les associations d'ordinateurs, tout simplement. Donc, je pense que la prochaine étape, ça sera effectivement outiller donc des publics spécifiques, mais donc ça devrait arriver aussi. C'est aussi urgent, mais en tout cas, ça a été fait par étapes à ce niveau-là. Pour autant, on a lancé un AMI l'année dernière, outillé à la médiation numérique, qui proposait en fait un accompagnement financier et une ingénierie pour soutenir donc des projets d'équipement pour les publics en situation de handicap. Donc là, c'est vraiment pour soutenir des projets type en dual boost, etc. Mais par contre, les subventions pour outiller les structures, c'est quelque chose que, pour l'instant qui n'est pas encore proposé. En tout cas, à l'échelle étatique. Juste en témoignage, il y a plusieurs fondations qui peuvent intervenir sur l'équipement.
Là, tous les ans, il y a la fondation Bouygues qui a une opération qui s'appelle Don de Giga. Et les associations lauréates bénéficient donc de smartphones avec des forfaits. Donc, ce n'est pas des iPhones, en l'occurrence. Enfin, on peut un petit peu influer sur le choix du matériel, mais cette année, ce n'est pas des iPhones. Mais c'est assez intéressant quand même. Et il y a plusieurs associations qui peuvent financer ce type d'équipement, en sachant que voilà, c'est du privé qui vient se substituer. Mais en tout cas, il y a quelques possibilités quand même. Après, à nuancer aussi, il ne faut pas aussi faire les choses n'importe comment. Il y a eu plusieurs fondations qui ont essayé très vite de réagir au confinement en 2020, notamment la Fondation de France qui a financé beaucoup de mise à disposition de tablettes. Et les choix de ces tablettes, alors qu'ils étaient destinés à des personnes en situation de handicap, n'ont pas forcément été très heureux. Et donc, du coup, la conséquence, c'est que beaucoup des tablettes qui ont été livrées pourtant début 2020 et qui pourraient encore être utilisées sont dans des placards maintenant. Donc, il y a aussi des choses à faire. Enfin, il faut les faire dans l'ordre. Au-delà de équiper, il faut l'équiper correctement et il faut accompagner. Parce on parle beaucoup d'équipement, mais vous êtes tous des accompagnateurs. Et en fait, cette dimension-là, elle est souvent négligée, aussi bien en amont, c'est-à-dire comment on va choisir le matériel correctement pour que la personne elle puisse être le plus autonome possible et se débrouiller après avec le numérique, mais aussi après, une fois qu'on a ce matériel-là, en fait, les besoins vont seulement apparaître. J'ai besoin d'acheter quelque chose en ligne, comment je fais? J'ai besoin de faire cette démarche, comment je fais? Et ça, c'est pas négligeable. Je voulais répondre à monsieur sur les personnes non-voyantes et malvoyantes. Ce que je veux dire, c'est vraiment un début de réponse, de piste, hein, mais il y a des outils, notamment une extension de Chrome qui s'appelle Wave, que vous pouvez utiliser avant, pour préparer l'ordinateur pour la personne, en fait, et mettre du coup en favori uniquement des sites qui vont être codés de manière à ce qu'ils soient accessibles un maximum aux personnes qui ne voient pas. Quand quelqu'un crée un site, il a la responsabilité, en fait, quand il insère une image dans son site, par exemple, de créer un texte alternatif qui décrit ce qui se passe sur l'image, par exemple. Maintenant, s'il ne le fait pas, déjà en termes de référencement, c'est pas très bon pour son site. Donc tout est fait pour que les sites les plus connus, en fait, soient les plus accessibles possibles. Du coup, avec cet outil-là, vous pouvez vous rendre compte si un site est vraiment bien codé, en fait, de manière à être accessible ou pas. En fait. Donc ça vous permet de préférer cela, quoi. Alors, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais en fait, parfois, les images, on s'en fout un peu. Il y a aussi de nombreux formulaires qui ne sont pas utilisables avec un lecteur d'écran pour la bonne et simple raison qu'on ne renseigne pas à quoi sert la case. Et c'est beaucoup plus grave que l'image, en l'occurrence, parce que pour le coup, ça rend le service complètement inutilisable. Donc, alors, à propos de lecteur d'écran, Microsoft a fait quelques progrès. Ils ont un lecteur d'écran intégré à Windows qui s'appelle le narrateur, qui n'est pas inintéressant, qui commence... certaines associations d'aveugles commencent à dire que ça commence à être exploitable. Mais les deux outils les plus utilisés en lecteur d'écran, il y a un outil payant qui s'appelle JAWS, J-A-W-S, qui est d'origine américaine et qui est assez intéressant, mais qui est payant. Et, alors bonne nouvelle, il y a un outil open source qui s'appelle NVDA, qui est gratuit, téléchargeable et qui est super intéressant et super efficace. Donc si vous êtes amené à développer des sites internet, je vous encourage à essayer NVDA dessus pour vérifier l'accessibilité à un lecteur d'écran. C'est très, très, très instructif. Que ce soit des supports papier, que ce soit des supports numériques, comment on fait quand on fait un site web ou quand on fait une plaquette pour qu'elle soit compréhensible, en fait, pour qu'elle soit accessible. Donc pensez à travailler les contenus en facile à lire, en facile à comprendre, avoir également des vidéos qui sont sous-titrées, avec pourquoi pas un encart en langue des signes pour permettre l'accessibilité aux personnes sourdes signeuses. Et ça, on a un peu tendance à le négliger. L'État fait beaucoup d'efforts en la matière pour simplifier un peu l'information et la rendre vraiment accessible. Donc ça, c'est vraiment important de se poser la question côté conception de l'information. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle soit accessible et qu'elle soit pensée accessible le plus tôt possible de manière native. Après, oui, réaction par rapport à ce que vous dites sur les avatars autour de la langue des signes. Donc ça, effectivement, Google est en train d'expérimenter ce sujet. C'est aussi quelque chose sur lequel on travaille, nous, Signes de Sens. C'est pas du tout au point pour l'instant et ça ne remplace pas une interaction humaine avec une personne qui signe en langue des signes française, puisque aussi, effectivement, il y a autant de langues des signes qu'il y a de langues dans le monde. Donc voilà, tout ça, c'est important de penser l'accessibilité côté utilisateur, mais aussi côté concepteur.
Merci beaucoup. Alors, je voulais juste rassurer les gens au cas où, dans le Santerre, on est bien dans le 21e siècle. On a même un tiers-lieu numérique du feu de Dieu, des imprimantes laser. Enfin, on a tout ce qu'il faut, hein, vraiment là-dessus, rassurons-nous. Bonjour, Pavel, manager de conseil numérique. On a beaucoup parlé de l'adaptation au niveau matériel pour l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Mais est-ce qu'on n'a pas une adaptation forte à faire aussi au niveau de l'accompagnement en lui-même et dans la façon dont on structure ces accompagnements ? Merci Pavel pour cette question. Oui, du coup, évidemment, en fait, moi, je ne trouve pas que, dans mon expérience personnelle, mon accompagnement soit très différent quand j'interviens dans des établissements type IME, FVH, et c'est tout, parce que c'est tout, et EHPAD aussi, voilà. Mais bon, du coup, je passe toujours par le ludique pour commencer, parce que je sais que peu importe à qui je vais avoir affaire, c'est des gens qui, à la base, ne gèrent pas le numérique, ne s'y intéressent pas, et a priori, la réponse, vous devez tous la connaître quand vous proposez ça à quelqu'un. « Oh, mais j'y comprends rien, ça m'intéresse pas, je veux pas savoir. » Bon, voilà. Donc, faut chauffer les gens, à un moment, il faut y aller, quoi. Donc, du coup, des jeux, des trucs comme ça, c'est toujours... Moi, c'est toujours le même mode opératoire que la personne soit en situation de handicap ou pas. Bon, après, effectivement, c'est dans l'accompagnement sur le long terme que je vais devoir m'adapter, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont passer avec certaines personnes et qui ne vont pas du tout fonctionner avec d'autres. Donc là, effectivement, je vais m'adapter. L'adaptation, elle va être matérielle, effectivement, pour certaines personnes. Quand on a des problèmes d'échange, de communication, je travaille avec des personnes qui ne sont pas verbales. Donc du coup, effectivement, là, il va falloir s'adapter aussi dans sa façon de communiquer avec la personne. On peut apprendre, il y a des signes très simples qui ne sont pas vraiment de la langue des signes, mais qui ont été mis en place avec les accompagnants, par exemple. Donc on sait qu'on fait tel geste pour telle chose, et du coup, ça c'est des choses qu'il faut, c'est ce que disait Aurélie tout à l'heure, hein, il faut se rapprocher des éducateurs spécialisés, des équipes accompagnantes, pour savoir comment fonctionne telle ou telle personne, des gens qui les connaissent en fait, et que nous, qui ont tout à nous apprendre en fait. Donc du coup, oui, ça c'est peut-être le point essentiel dans l'adaptation de notre accompagnement aux personnes en situation de handicap, je pense. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait. Bonjour, Paul Stojadinovic, conseiller numérique à Vendeuvre-les-Nancy, donc en Grand Est. J'avais une question par rapport justement aux outils, aux ressources dont vous nous vantez. Vous nous avez parlé notamment d'une solution libre pour la lecture d'écran, etc. Vous nous avez parlé des Fab Labs, de solutions qui étaient faciles à mettre en œuvre. Mais est-ce que vous avez pensé, par exemple, plutôt que de financer tout un mouvement national, etc., des initiatives collectives, libres, on est au numérique en commun, je pense que ça fait sens de rebondir sur l'open source. Et est-ce que vous avez justement des ressources, des liens, des astuces? Parce que moi, personnellement, dans ma structure, en 1 heure, je vois 3 personnes. Je n'ai pas le temps de passer 10 minutes à programmer une découpe laser, voire même juste à penser une grille, un guide doigt pour clavier par personne. Ce n'est pas possible. Et par contre, j'ai des gens comme en situation de handicap. Le handicap, ce n'est pas que moteur, physique aussi. Il y a aussi tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, etc. Dysphasie, comme vous l'avez dit, c'est un spectre très large. Est-ce que vous avez justement un endroit peut-être libre où ceux qui s'y intéressent à ça puissent trouver les ressources plutôt que de chercher par eux-mêmes, acheter des iPhones et fouiller dans Microsoft ou dans toutes les extensions, les quelques 100 000 de Google Chrome? Oui, alors justement, ça fait écho à la deuxième masterclass qui a lieu au même moment, juste à côté, sur La Base, qui est un outil, donc votre nouvelle ressourcerie, donc, qui est participative et qui est lui-même en logiciel libre, et qui référence, comme c'est participatif, ça référence pas que des solutions en libre de droit, mais on a un label numérique en commun qui est posé sur celle où c'est le cas. Donc clairement, je vous invite à regarder cette interface qui a été lancée au mois de juin, donc elle est peut-être un peu encore vide. Mais l'idée, c'est que nous, en tout cas, à la NCT,
on sensibilise l'écosystème pour qu'il puisse participer à cet outil-là et qu'on puisse en faire une vraie base référente, notamment sur les problématiques qui nous intéressent aujourd'hui, puisqu'il y aura un moteur, il y a déjà d'ailleurs un moteur de recherche qui est en évolution, mais qui permet de filtrer justement des dispositifs pour les publics en situation de handicap. Donc je pense que ça, c'est une bonne piste, mais c'est clair qu'entre les accompagnements et la recherche de fonds en parallèle, il faut trouver effectivement le temps pour, j'imagine, pour répartir les deux activités. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, la base, je pense que ça peut être pas mal pour commencer. Après, je ne sais pas si Sébastien, il y a d'autres. Alors, la problématique que vous avez, elle est pareille dans ce qu'on appelle les établissements médico-sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels qui accompagnent les personnes au quotidien dans ces établissements, en général, autour de l'action numérique, on va parler des ergothérapeutes et des orthophonistes sur les outils de communication que Romain évoquait tout à l'heure, ils ont la même problématique que vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un quotidien où, grosso modo, de 9h du matin à 17h, ils ont un patient toutes les demi-heures et ils n'ont pas de temps à consacrer à la recherche de solutions, à se tenir au courant de ce qui se fait, etc. Donc c'est exactement pour ça qu'un service comme le mien a été créé dans notre association. Donc nous, en fait, on génère énormément de contenu. J'évoquais les fiches techniques. Donc déjà, sur notre site internet, c'est techlab-handicap.org, vous allez trouver une rubrique qui s'appelle fiches techniques, avec, de la même façon que dans la base, un moteur de recherche, des catégories qui vont vous permettre déjà d'aller cibler votre recherche. Ce n'est pas encore opérationnel, mais il va y avoir dans les critères de recherche gratuit payant. En fait, c'est prévu dans la structuration de nos fiches, mais on ne l'a pas encore mis en place dans le moteur. Le site est en train d'un peu évoluer. Au-delà de ça, en fait, on a essayé aussi de faire des outils très opérationnels. J'évoquais le projet FEDER par lequel on a commencé. Dans le cadre du projet FEDER, on a créé une chaîne YouTube avec des tutoriels où l'idée, en fait, c'est de se dire, plutôt que d'avoir 7-8 minutes à consacrer à la recherche d'une fiche et à sa lecture, j'ai 3 minutes et il faut qu'au bout de 3 minutes, je puisse mettre en œuvre quelque chose avec la personne qui vient d'arriver. Donc on a une chaîne YouTube qui s'appelle Dr Access, dans laquelle vous allez trouver une 60aine de tutos avec des exemples super concrets. Typiquement ce que Romain évoquait tout à l'heure, une personne qui arrive et qui ne voit pas le curseur parce que le curseur est trop petit et que c'est impossible à voir. On donne différentes solutions pour avoir un gros curseur ou pour avoir la loupe à activer à l'écran ou des choses comme ça. Et en fait, c'est illustré en vidéo, ce qui fait qu'en fait, comme beaucoup, quand on suit un tuto, on peut mettre en pause, on peut faire l'exécution et c'est très, très opérationnel. Au-delà de ça, on est en train de réfléchir à la mise en place très régulière de capsules vidéo avec un petit peu plus d'informations que juste un tuto. C'est-à-dire que l'idée, c'est de fournir aussi bien une vision assez générale des solutions qui existent, la mise en œuvre d'une solution concrète et puis la mise en perspective en disant voilà, si vous rencontrez ces difficultés-là, vous pouvez aussi opter pour telle et telle solution. C'est encore plus compliqué à mettre en œuvre. On espère que c'est quelque chose qui pourrait être opérationnel début d'année prochaine. On y travaille avec toute l'équipe. J'ai oublié de le dire, on est une équipe de 5. Donc j'ai 2 ergothérapeutes et une orthophoniste dans l'équipe. Donc on est vraiment sur ces sujets-là. Et puis au-delà de ça, sur notre site, on a une page actualité où très clairement on met 3-4 actualités par semaine où on met des pointeurs. C'est-à-dire dans la veille qu'on fait nous, on repère de temps en temps un site absolument génial. Alors, par exemple, un qui me vient en tête très vite, il y a un site canadien qui s'appelle Maker Make It Change, où c'est vraiment pour le coup une collectivité de makers qui communique très très largement sur tout un tas de solutions faciles à mettre en œuvre, qu'on peut fabriquer en Fab Lab avec peu d'électronique, avec toutes les situations où c'est fait, et vous avez l'intégralité de la recette. C'est-à-dire ils vous disent d'où vient l'idée, comment ils l'ont fait, comment ça a été fait. En général, il y a même d'autres makers qui l'ont fait ailleurs dans le monde qui viennent commenter. Et donc, du coup, voilà, typiquement, on partage ce type de ressources. Et là, on parle encore de solutions matérielles. Sur les solutions logicielles ou les contenus, pareil. On va trouver, par exemple, on partage assez régulièrement, il y a des orthophonistes qui travaillent sur des karaokés en picto. Alors pour créer une activité accessible à tout le monde, il y a l'activité karaoké classique et en plus, les paroles de chansons sont illustrées par des pictogrammes, donc même les personnes non lectrices peuvent du coup participer à l'activité. Donc on partage très très régulièrement ce type de contenu et on pointe aussi vers les collègues parce qu'il y a d'autres associations qui sont très actives sur le sujet.
Clairement, je vous recommande, si vous avez des antennes de l'AFM Téléthon, par exemple, à proximité, ils ont souvent des activités de loisirs autour du numérique et ils ont souvent des bons pointeurs, des choses à aller voir. Vous avez aussi la Croix-Rouge qui a quelques pointeurs qui ne sont pas inintéressants, notamment sur les outils de communication. Il y a eu un gros travail de fait au sein de l'association qui est très intéressant et qui est très documenté. Donc voilà, il y a de la ressource. Effectivement, c'est compliqué. Nous, on essaye de centraliser. Et puis voilà, et surtout, n'hésitez pas, si vous avez aussi, vous, des choses intéressantes à montrer, partagez, nous, on le fera. Bonjour, Sarah Gillery. Donc moi, je suis à Bordeaux Métropole et je coordonne 47 conseils numériques, donc un sacré groupe. Moi, ma question, c'était, là, on parle effectivement des personnes en situation de handicap. Par contre, comment on fait monter en compétence les aidants, que ce soit les aidants familiaux, pour qu'ils comprennent finalement ce que vivent les personnes avec qui ils sont au quotidien, pour qu'ils prennent possession aussi des outils, parce que si demain on n'est plus là, c'est eux qui vont devoir accompagner. Donc comment eux, on les fait monter en compétence, comment leur faire comprendre finalement quel est le handicap, et comment les accompagner là-dessus. Et les aidants numériques, dont on a beaucoup de personnes ici aujourd'hui, comment eux-mêmes on les fait monter en compétence, parce que finalement une personne en situation de handicap ne va pas forcément se tourner vers vous, elle peut venir chez n'importe qui, mais on n'est pas forcément tous au même niveau d'accompagnement. Donc comment on va pouvoir, est-ce que vous avez des temps prévus pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent comprendre, peut-être leur faire vivre elles-mêmes le handicap. Enfin, moi j'ai déjà fait une immersion avec l'UNADEV où on nous a mis en situation de personnes malvoyantes en disant voilà, vous allez faire un parcours avec la canne et les yeux bandés. C'était quand même très déstabilisant, mais du coup ça permet de comprendre beaucoup de choses aussi quand on le vit soi-même, même l'espace de 5 minutes, que quand on ne fait que nous raconter finalement ce que vit la personne à côté de nous. Alors, pour le coup, il y a 2 questions. Je vais commencer peut-être par la plus facile, qui sont les aidants numériques. Après, je viendrai aux aidants familiaux. Alors, sur les aidants numériques, APF France Handicap bénéficie actuellement de 12 CNFS qui sont déployés dans plusieurs de nos délégations. Et en fait, le constat, ça a été celui-là, c'est-à-dire la formation de base est intéressante, mais en fait, ils ont besoin d'une formation très spécifique sur l'accueil. Du coup, c'est mon service qui la dispense et on la dispense pour l'instant. Alors, on est plutôt dans, on va dire, l'opérationnel et le pragmatique. Donc, on a une formation qu'on dispense de façon assez générale, pas seulement au CNFS, qui s'appelle Rendre le numérique accessible, qui est une formation de 2 jours où on présente vraiment l'intégralité des outils, mais on les survole à toute vitesse. Mais en tout cas, on donne un vernis général sur le sujet. Et après, en fait, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place des piqûres de rappel. Et pour ça, on a actuellement, donc en interne APF, on a 2 solutions. On propose des stages d'immersion, c'est-à-dire, en fait, les CNFS qui le souhaitent peuvent venir s'intégrer dans le service pendant 24 ou 48 heures. Et donc, du coup, pouvoir mettre la main sur du matériel. Parce qu'en fait, la vraie difficulté, c'est ce que vous disiez, c'est que... alors, il y a un côté assez pratique, c'est que dans les moyens de compensation autour du numérique, il n'y a pas forcément besoin de se mettre avec des orthèses ou des prothèses pour se mettre dans la situation. On peut très bien, c'est hyper facile de dire à quelqu'un, faut que tu utilises l'ordinateur sans utiliser les bras. Et donc, du coup, on peut se mettre facilement dans la situation, mais pour pouvoir le faire, il faut avoir les outils. Et donc, du coup, c'est une des difficultés de la formation qu'on met en place, c'est que c'est quasiment impossible à dématérialiser, parce que le gros intérêt, c'est que quand on se déplace, on vient avec 12 à 16 valises de matériel qu'on ouvre, qu'on se met sur plein de tables. Et puis, en fait, le but du jeu, c'est qu'à la fin de la formation, tout le monde est passé sur tous les matériels et se soit rendu compte de comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Alors, on le fait souvent de façon ludique, parce qu'il existe des solutions de jeu, par exemple, où on va pouvoir tester le même jeu avec une commande à la tête, une commande en joystick, une commande en souris d'une telle façon, une commande avec les yeux. Et donc, du coup, ça va permettre vraiment de se projeter, de se dire, bah oui, en fait, c'est faisable et c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, l'autre moyen qu'on a trouvé en piqûre de rappel, c'est qu'on anime des webinaires réguliers, où, pour le coup, on les réunit. Et on leur présente des nouveautés et on essaye de les faire réagir en disant voilà, dans quel cas vous pourriez le faire. Alors à chaque fois, moi j'ai évoqué des cas très très sérieux, mais clairement on est aussi de plus en plus interpellé aussi sur du ludique, comment on joue à tel jeu vidéo, et avec des questions très très précises en disant voilà, moi je voudrais faire un atelier Fortnite, mais j'ai une personne qui est tétraplégique, comment elle peut jouer. On arrive à trouver des solutions.
sur l'accès à la culture de manière générale, donc l'accès à la musique, l'accès à des lieux qui sont malheureusement pas accessibles, beaucoup de bâtiments historiques encore, allez-y avec des béquilles ou un fauteuil, c'est juste une galère. Et donc il y a des solutions numériques aussi pour ça. Accès à des spectacles, parce que la réalité virtuelle maintenant, elle permet beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir un spectacle du Cirque du Soleil en mettant un casque sur la tête, c'est juste extraordinaire. Donc du coup, tous ces côtés-là sont hyper intéressants. Et du coup, ça demande aussi de la formation, de l'adaptation, etc. Donc oui, effectivement, il y a des gros enjeux de comment on se maintient à jour, comment on maintient la formation. Alors, l'implication de la famille, c'est un sujet qui est à la fois plus complexe et plus simple. Plus simple parce que souvent, il y a une forte appétence quand même. C'est-à-dire que si le bénéficiaire lui-même a ce souhait, souvent la famille, elle va soutenir. Et donc, du coup, c'est facile de la mobiliser. Là où c'est plus compliqué, et souvent aussi, ça dépend beaucoup du contexte, c'est que, on l'évoquait tout à l'heure, quelquefois, c'est compliqué en termes de compréhension, d'appréhension, de moyens financiers. Et donc, du coup, comment on arrive à impliquer tout le monde dans le choix de la personne. C'est pas simple. Alors, nous, on a une chance, c'est qu'on a un réseau, je l'évoquais tout à l'heure, on a un gros réseau national d'accompagnement, on a des délégations, etc., qui sont en capacité de le faire et surtout qui arrivent à mobiliser beaucoup la famille proche et les aidants. C'est vraiment nous, on est une association au départ d'usagers et de leur famille, donc c'est assez facile à mobiliser. Je peux concevoir que c'est pas toujours facile parce que pour des raisons X ou Y, il y a des contextes où ça se prestera pas bien malheureusement, certaines solutions nécessitent une implication de tous. Quand on parle de mise en place d'outils de communication, c'est pas juste avec le conseiller numérique qu'il va falloir communiquer. C'est-à-dire que le premier cercle, ça va être la famille, le deuxième cercle, ça va être les amis, le troisième cercle, ça va être dans la société. Et clairement, il y a des gros enjeux d'appropriation par tous, de personnalisation aussi au choix de la personne, et la famille va forcément être impliquée là-dedans. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a plein de solutions techniques. Après, ce qui est crucial, c'est l'accompagnement humain et le temps que ça prend. Et je peux concevoir aussi que ce n'est pas toujours compatible avec une activité de conseiller numérique où on nous demande malheureusement un petit peu de voir beaucoup de monde. Et donc, du coup, je sais que nos conseillers numériques au sein du réseau APF sont parfois un peu en souffrance en disant moi, j'ai passé une matinée complète parce qu'il a fallu que je trouve la bonne solution technique, que je fasse les adaptations logicielles, que j'explique à l'accompagnant comment on avait fait pour qu'il puisse le refaire à la maison. Et au final, j'ai vu une personne sur ma matinée. Voilà. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, la dernière partie, dans le sens où, sur les publics en situation de handicap, moi, ce qui m'a... en général, on est censé prévoir un temps de cours, et là, vous n'y pensez même pas, quoi. C'est-à-dire qu'on a un objectif de base, et puis vous faites le cours et vous dites « Ok, donc mon objectif est là, et là, je suis là. Et pour arriver à cet objectif-là, je dois faire tout ça avant. » Et vous allez passer par des étapes qui n'ont rien à voir avec les cours d'informatique, qui sont complètement autres. Ça peut être de la lecture de l'image. Moi, j'y ai été confrontée. Sur un tuto, j'étais au niveau d'un cours collectif. Je les faisais avancer sur un support ludique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne lisaient pas l'écran. Il y avait plein de choses sur l'écran qu'ils ne lisaient pas. Et donc là, je me suis arrêtée. J'ai dit, j'ai donc fait un temps où je leur ai expliqué comment lire l'image. Que là, on avait, comment est-ce qu'on lisait une image. On avait des titres. Voilà, en fait, on est confronté à des choses auxquelles, quand on est on se remet en question constamment et en fait vous êtes face à des problématiques que vous n'aviez même pas envisagées du tout en fait. Et plus vous avancez, plus vous êtes confronté à ce type de problématique. Donc voilà, on y va quoi. Et en fait, faut sortir de la tête. Mon objectif il est là. Aujourd'hui j'aurais fait que ça. Et puis c'est pas grave. C'est quoi le but? C'est que j'y aille à fond et puis que la personne je la perde complètement. Non. Voilà, donc la donnée de temporalité, elle est juste pas. C'est pas possible de dire cette personne-là, dans tant de temps, elle va savoir ça. Non, on peut pas. On peut pas savoir. Et plus j'avance,
plus c'est clair que c'est pas possible de le quantifier au niveau du temps, parce que chaque personne est différente, chaque personne a des problématiques différentes, à plein de niveaux. Ça peut être par rapport à son vécu, par rapport à une pathologie qu'elle peut avoir, par rapport à son rejet du scolaire, il y a une palette énorme, donc vous allez la découvrir au fur et à mesure. Donc après, c'est être aidé aussi des personnes qui accompagnent, qui peuvent vous donner des clés aussi de lecture. Pour ma part, j'ai discuté avec une psychologue qui est dans la structure dans laquelle je suis, et ça m'a fait beaucoup de bien d'échanger avec elle sur la pratique, parce qu'elle m'a dit par exemple, voilà, j'ai une séance avec quelqu'un, je table normalement sur du 3/4 d'heure, 1 heure, et ça m'arrive, au bout de 10 minutes, c'est terminé. Parce que la personne a dit stop, je ne peux plus. Et elle a dit, il faut l'accepter, il faut se dire, voilà, c'est 10 minutes, mais c'est 10 minutes à fond. C'est 10 minutes que la personne, elle va retenir, que la personne, elle va... voilà, ça va être réitéré plusieurs fois. Donc ça peut paraître... au début, c'est déstabilisant, parce qu'on se dit, on n'est pas arrivé au bout. Voilà, mais il faut l'accepter. Et ça pour moi, ça a été une réelle prise de conscience. Et le fait de pouvoir échanger avec elle de ça, quelque part, ça m'a rassurée. Parce que je me suis dit, OK, donc en fait, il n'y a pas de règle. C'est vraiment de l'adaptation en continu avec chaque personne. Et comme disait Romain, il y a certaines choses qu'on va pouvoir faire en collectif, mais là où on avance le mieux, c'est en individuel, clairement. Parce que les problématiques, elles sont tellement diverses suivant les personnes que vous avez besoin d'adapter vraiment. Donc c'est passionnant, mais ça va prendre un temps fou, ça c'est sûr. Et on n'est pas assez nombreux pour ça, clairement. Donc, mais on fait un super boulot, c'est passionnant en tout cas. Et on est dans l'humain, et si on est là, c'est pas par hasard, à mon avis, sinon on ne ferait pas ce boulot-là. Voilà. Bonjour, Marion Dupuis. J'ai récemment rejoint les assembleurs en tant que chargée de mission inclusion numérique et santé. Merci pour l'astuce du 4/4 de Leclerc. Je prends note pour le brise-glace. Avec les témoignages, on se rend compte d'un besoin d'outillage sur le territoire. C'est ce que je ressens. Et j'avais une question à vous poser sur le recul que vous pouvez avoir sur où se situent les vraies difficultés. Est-ce qu'on est plus sur des difficultés de personnalisation d'outils sur le plan technique, logiciel, ou de ce que j'en entends et ce que j'avais sous-estimé, c'est davantage le partage d'informations, des outils existants, des dispositifs existants à moindre coût, vous l'avez mentionné. On se rend compte de l'écart entre ce qui existe et ce qui peut être connu sur le territoire, et comment on pourrait favoriser ça et aider, ce qui ferait gagner un temps fou aussi à beaucoup de monde. Bon, du coup, j'ai le micro, donc je vais parler, ça sert à ça. Personnellement, dans mon expérience, j'ai surtout dû faire preuve d'imagination jusque-là. Et en fait, les solutions dont parle Sébastien, certaines, j'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un problème de partage, de connaissance des solutions qui existent. Ça, c'est certain. Après, le problème qu'aussi évoqué Aurélie juste avant, de dire que voilà, on est dans un type d'accompagnement qui est particulier, et du coup, il faut mettre en place des choses qui sont spécifiques à un public donné. Et en fait, moi, comme je vois les choses, peu importe le public, l'important, c'est qu'on passe un moment avec les gens et qu'à la fin, ils ont appris un truc, ils n'ont pas appris un truc. Et franchement, ils l'apprendront la prochaine fois. En vrai, c'est pas grave. Mais juste le fait d'apporter quelque chose de nouveau dans la vie des gens, c'est déjà une très bonne chose. Et c'est d'autant plus vrai, je pense, avec des gens qui résident en établissement, puisque dans le cadre des personnes en situation de handicap, vous avez c'est cette possibilité-là qui existe. Et c'est aussi le cas pour les EHPAD, d'ailleurs. On a des personnes qui résident en établissement, donc
qui ont une variété d'activités qui est limitée par rapport aux gens qui résident dehors. Et du coup, c'est encore plus important d'apporter des nouvelles choses au sein de l'établissement. Le conseiller numérique, il y a une salle de sophrologie, il y a ceci, il y a ça. Bon, ben, voilà, maintenant, il y a un conseiller numérique. Et je pense que ça, c'est un truc qui est un gros ajout en fait, dans tous ces établissements. Je ne sais pas sur les questions de partage de ressources. Alors nous, le constat, on le fait même connaître à l'État depuis un certain temps. Et puis c'est apparu dans un rapport sur les aides techniques qui est sorti il y a 3 ans, il y a un vrai déficit de connaissances global sur le sujet. Alors qui s'explique par plein de choses. Hein. La première, et moi c'est celle sur laquelle je travaille depuis un certain temps, mais ça reste encore très compliqué, c'est que globalement, dans les formations initiales des professionnels de l'accompagnement, le numérique est complètement absent. Alors je le cite toujours à titre d'anecdote, et c'est en train de changer, donc il va falloir qu'à un moment je change de discours, mais une grosse école de formation en Hauts-de-France pour les ergothérapeutes est située à Berck-sur-Mer. La formation pour le numérique, on la connaît bien puisque c'est mon service qui la dispense. Elle est dispensée la 4e semaine du mois de juin, c'est-à-dire 3 semaines après les examens finaux de 3e année, pour vous donner une idée de la place du numérique dans la formation des ergothérapeutes. Et donc du coup, on fait beaucoup d'actions en destination des responsables d'études pour leur expliquer que, alors ouais, c'est super, la mobilité c'est hyper important, et c'est pas l'APF France Handicap qui va dire le contraire, c'est quand même un des sujets sur lesquels on se bat depuis toujours, mais le numérique c'est devenu primordial. C'est-à-dire, je sais pas, dans la salle, qui est-ce qui n'a pas de smartphone ? C'est bien, il faut lever la main, il y en a pas. En général, il n'y en a pas. mais c'est devenu indispensable. Et nous, on commence le cours en ergothérapie comme ça, alors en disant, vous n'avez strictement aucune connaissance du numérique pendant vos études. Or, pour nous, c'est devenu un besoin primaire. On en parle depuis ce matin, et le métier que vous faites est devenu capital parce que sans un accès au numérique, c'est du renoncement au droit de façon systématique. Et il y a vraiment un gros travail à faire. Et donc, du coup, cette méconnaissance, elle passe avant tout par un minimum de sensibilisation dans toutes les formations initiales. Et on travaille alors aussi bien avec les formations paramédicales parce qu'on vient du médico-social, mais clairement, je pense que dans beaucoup de formations, cet aspect numérique, il est méconnu. Et il y a vraiment un gros travail à faire sur le sujet. Moi, je suis une toute jeune, malgré les cheveux blancs, une toute jeune CNFS, puisque je ne suis pas encore en activité, mais encore en formation, l'avant-dernière semaine. Et je ne sais plus l'objet. Voilà, je dévie beaucoup et je n'arrive pas souvent droit au but. Je voulais dire que étant inscrite sur la plateforme de recrutement, n'étant pas recrutée, j'ai devancé un peu la formation CNFS en faisant un DU médiation numérique. Et pour là vous dire que, par exemple, sur la côte, j'ai été sur Dunkerque en DU. À l'ULCO, il y a un DUST intervention sociale et ils ont inclus en fin de 2e année cette partie DU obligatoire. Donc on commence quand même à évoluer et à mettre la médiation numérique au cœur des professions d'intervention sociale. Bon, ça, c'est une première chose. Et avant, je voulais prendre le micro pour dire que j'étais venue ici. Alors, je ne vais pas spécifiquement accompagner uniquement des handicapés, des porteurs de handicap, mais là, une de mes premières missions va être l'aller vers au domicile de personnes âgées et qui sont donc naturellement souvent porteuses de handicap par l'âge, le handicap qui vient naturellement avec le vieillissement. Et souligner que l'important, effectivement, je pense que pour mener à bien ce type d'accompagnement, c'est d'être vraiment en partenariat avec, là en l'occurrence, nous, on va intervenir au domicile de personnes âgées qui auront déjà été détectées un petit peu, dont on connaîtra une faible appétence déjà, mais déjà une certaine réceptivité. Elles auront été amenées à accepter notre accompagnement par leur auxiliaire de vie.
Donc toujours aussi bien voilà, l'importance de travailler en partenariat. Et puis dans nos métiers, effectivement, toujours rester en veille et beaucoup se documenter sur ce qui existe, parce qu'effectivement, l'information est quelquefois difficile à trouver. Et la base, je la remercie pour ce moyen de communication et d'accéder à l'information. Voilà. Merci à tous. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là, puisque la plénière donc avec le ministre Stanislas Guerini va démarrer à 15h. Donc c'est plus à 17h comme initialement prévu. Donc c'est bien à 15h. Donc pour vous laisser le temps du coup de regarder les stands, de pouvoir faire des pauses techniques aussi éventuellement. Donc je pense que c'est pas mal de s'arrêter là. Et je voudrais remercier vraiment les intervenants qui nous ont partagé leur expérience. Et je pense que ça a été très enrichissant. Donc merci à vous trois en tout cas.